Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec le général Jean-Yves Lauzier, qui est ancien commandant des écoles de l'armée de terre et auteur de ce livre, L'Europe contre l'Europe, aux éditions de Lerne. Alors, général Jean-Yves Lauzier, l'Europe contre l'Europe. Écoutez, dans le tsunami de livres qu'il y a eu sur l'Europe, ce livre retient vraiment mon attention et je le recommande aux éditeurs de Sud Radio, parce que, d'abord, vous avez fait une histoire. Vous avez montré que l'Europe, ça ne commence pas avec l'Union européenne, ça ne commence pas avec le traité de Rome, ça ne commence pas avec le Luxembourg et Jean Monnet. Ça commence en 476, l'Europe. C'est de beaucoup plus de 1500 ans d'histoire, et vous êtes allé justement, vous avez couvert de 476 à 2020, et puis votre ligne rouge, et elle est passionnante parce que c'est au centre non seulement de la géopolitique mondiale, de la française en particulier, mais ailleurs, c'est que d'un côté, il y a l'Empire et de l'autre côté, il y a les nations. D'un côté, il y a les mondialistes, de l'autre côté, les souverainistes, les patriotes, les nationalistes, appelez-le comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, et vous montrez aussi, et c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, la complexité. C'est pas blanc et noir, c'est pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre, ce n'est pas du tout ça. Mais on montre qu'il y a, et vous montrez dans votre livre, qu'il y a vraiment deux lignes. Et ce qui est très passionnant, c'est que ça date pas d'hier ou d'avant-hier, ça date depuis le début. Alors, général Lauzier, au fond, ces deux lignes, c'est vraiment quoi? C'est ce sentiment, les nations, la construction des nations, et puis les empires. En fait, si vous voulez, tout démarre en 476, quand l'Empire romain disparaît. Il y a des chiffres qui sont terribles, mais vraiment terribles. Sous l'Empire romain, à peu près 50% des gens, estiment les historiens, étaient alphabétisés. Ils lisaient et ils comptaient. 50%. 50%. Ah ouais. Au XIIe siècle, il y en avait 1%. Pour vous donner une autre idée, sur le plan économique, l'Empire romain produisait une quantité de plomb, on l'a vu avec des carottages qui ont été effectués récemment dans le Mont Blanc, une quantité telle qu'on a pu retrouver les mêmes niveaux de production qu'au XIXe siècle. Incroyable. C'est invraisemblable. Et donc, si vous voulez, quand en 476, tout ça s'écroule, eh bien, on va construire une légende autour de la prospérité, de la paix romaine. Et c'est comme ça que naîtra l'empire de Charlemagne, parce que Léon III, le pape, voudra retrouver, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan politique d'ailleurs, la prospérité qui avait permis la christianisation de l'Occident et en même temps des relations sociales apaisées. Et donc il fera tout pour persuader Charlemagne de devenir empereur. Et comme je le dis dans le livre, ce qui est amusant, c'est que le pape actuel, le pape François, lorsqu'il a, en 2016, en 2019, pardon, dans une interview à la Stampa, il a dit, vous savez, le souverainisme est une attitude d'isolement. Je suis préoccupé parce qu'on entend des discours qui ressemblent à ceux d'Hitler en 1934. Il ne le savait pas, mais il reprenait d'une certaine façon les propos de Léon III. Il ne faisait pas évidemment Léon III, le pape de Charlemagne, c'est pas allusion à Hitler, mais quand il voulait convaincre avec le moine Alcuin Charlemagne de devenir empereur, et cela a duré pendant 4 siècles à peu près, la papauté dénigrait tout ce qui était national pour favoriser ce qui était impérial. Et voilà, c'est très important de rappeler le passé, parce que justement, c'est le passé qui illustre, qui montre le présent, et ces propos du pape François par rapport à Léon III, vraiment, sont très éclairants. On reprend tout ça, c'est passionnant, juste après les infos. À tout de suite. Et puis vous pouvez nous appeler tous à partir de 13h15, 0826 300 300. Vous réagissez justement à notre invité Jean-Yves Lauzier, auteur de L'Europe contre l'Europe, mais aussi au bilan santé réalisé avec Idrissa Berkane qui nous dit qu'il faut boycotter la crédibilité du gouvernement, ou encore sur notre capitale, Paris, qui est quand même jugée comme étant particulièrement sale. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, les Français parlent aux Français, mais les Européens, comment parlent-ils aux Européens, justement, aujourd'hui, où l'on parle Agence européenne du médicament, où l'on parle Commission de Bruxelles, où l'on parle achat et vente, et les lois édictées, et ceci. Mais c'est quoi être européen? Eh bien, il faut replonger dans l'histoire avec ce livre remarquable du général Jean-Yves Lauzier, L'Europe contre l'Europe. Alors, général Lauzier, on a commencé à en parler. Donc, en fait, il y a ces deux lignes rouges, ces deux, je ne dirais pas fractures, mais enfin lignes en tout cas de rupture. D'un côté l'Empire,
On a commencé à en parler à partir de 496, c'est ça. Et puis les nations. Et il y a eu ce va-et-vient à peu près de plus de 1500 ans, ou en tout cas pas loin. Alors, vous dites l'Empire. Alors, l'Empire, en fait, est bâti sur quelles idées? Les empires et les nations se font à partir de quoi? Alors, c'est ça la vraie question d'ailleurs. Les empires se créent autour d'un concept, toujours. L'Empire romain s'est créé autour du concept de la romanité partagée et de la citoyenneté romaine. L'Empire carolingien autour du christianisme romanisé. L'Empire, le Saint-Empire romain germanique, Voltaire disait qu'il n'était ni saint ni chrétien. Le Saint-Empire romain germanique, lui, s'est créé autour du christianisme germanisé. Et alors après, évidemment, on arrive dans les temps modernes. Jusqu'à où, d'ailleurs, le Saint-Empire romain? Jusqu'en 1805. À peu près, c'est Napoléon qui va, en 1806 exactement, qui va l'abolir. Et qui crée son propre empire. Et qui crée son propre empire. On voit bien d'ailleurs l'espèce de continuité. Mais sauf que lui, il va créer son empire autour du concept des idées des Lumières et, d'une certaine façon, de l'hégémonie française. Va lui succéder plus tard, évidemment, sur les décombres de l'empire de Napoléon III, va lui succéder l'empire de Guillaume Ier puis de Guillaume II, et puis la Prusse, et voilà, de la Prusse, qui lui va se construire autour du concept du pan-germanisme. Et puis reste l'Union européenne, qui est aussi un empire, qui lui va se construire autour du concept du libre-échange et des droits de l'homme. Ah oui, le marché et les droits de l'homme, quoi. Voilà. C'est ça. L'économie et les droits de l'homme. Donc c'est toujours le concept. C'est Voilà. une idée qui préside à ça. Et vous le dites très bien dans votre livre, en fait, même les Romains, peu importe et peu leur importer que les peuples et leurs habitudes, leurs us et coutumes, du moment qu'ils étaient des citoyens romains qui respectaient les règles romaines. Exactement. Vous voyez, regardez, on est dans la semaine pascale. Le vendredi saint, on a eu les lectures de la confrontation entre Pilate et le Christ. Eh bien, à aucun moment, le Pilate dit au Christ, mais pourquoi n'adores-tu pas Jupiter? Il s'en fout. Ouais. En fait, il respectait les cultures du moment que eux respectaient la loi romaine. Et là, c'est pareil. En fait, l'Union européenne, ce qu'elle veut, c'est que les Européens ne soient ni français, ni belges, ni allemands, que ce soit des consommateurs, qui soient donc des clients et des producteurs du marché et de la zone de libre-échange. Et puis en même temps qu'ils respectent ce qu'ils appellent les valeurs, c'est-à-dire les droits de l'homme. C'est-à-dire pour eux, pas de frontières, pas de nation, pas de tout ça. D'ailleurs, si vous voulez, il y a à la déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne, le 15 décembre 2001, il a été écrit très clairement, la seule frontière que trace l'Union européenne est celle de la démocratie et des droits de l'homme. Donc à ce titre-là, si vous voulez, l'Australie demain, après-demain la Nouvelle-Zélande ou je ne sais quel pays peuvent être dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incarnation, vous comprenez? Et c'est exactement le contraire de la nation, qui elle s'est construite sur les solidarités locales. D'abord locale, puis régionale, puis enfin nationale. C'est-à-dire une espèce de partage où les morts ont autant d'importance que les vivants. Et aujourd'hui, comme on rejette tout ça, eh bien on est dans une forme de déracinement. Et alors, justement, vous citiez là, hors antenne, Gérald Lauzier, l'anecdote quand même, enfin l'anecdote, si on peut dire, de Jean Monnet. Oui. Qui a brûlé son passeport français. Jean Monnet a brûlé son passeport parce qu'il ne voulait plus être français. D'ailleurs, on ignore, mais vous savez, l'Europe s'est créée dans la rencontre de trois personnages qui étaient des idéalistes, c'est-à-dire Schuman, Adenauer et Gasperi, qui ont des destins assez communs. Schuman est né au Luxembourg, il a passé son baccalauréat en allemand. Ses diplômes de droit en allemand. C'est un citoyen allemand qui devient français. Pendant la guerre de 14-18, il était capitaine dans l'armée allemande. Adenauer, lui, alors il est né à Luxembourg, ville du Saint-Empire romain germanique. Adenauer est né à Cologne, ville du Saint-Empire romain germanique. Gasperi est né autrichien à Trente, ville du Saint-Empire romain germanique. Et puis ils ont rencontré... C'est le Saint-Empire qui a accouché de l'Europe. Exactement. Et trois chrétiens, trois gens qui sont des démocrates chrétiens. C'est pour ça qu'on a choisi, pour signer le traité de Rome, à Rome, la salle des Curias, le 25 mars, jour de l'Annonciation. Il y avait vraiment un tropisme chrétien. Et face à eux, il y a Jean Monnet. Jean Monnet, c'est un homme d'affaires qui a été anobli par la reine d'Angleterre en 1918 pour son rôle pendant la guerre, où il a facilité les transports entre les États-Unis, l'Angleterre et la France, et qui est un banquier d'affaires et un homme des Américains, comme le disait très bien le général de Gaulle.
Et oui, ça c'est vrai qu'il il l'a pas ménagé, le général de Gaulle. Mais pour revenir à ça, donc les empires, c'est-à-dire que, alors aujourd'hui, élargissons juste une question en élargissant sur le monde, et le monde vous le connaissez aussi bien que vous connaissez l'Europe, Jean-Yves Lauzier. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, bon, il y a eu l'Empire américain, quelque part, enfin, à sa manière. C'est une forme d'empire. Une forme d'empire, c'est ça, qui n'est pas la même, puisqu'ils n'ont pas conquis, mais l'Empire américain peut être culturel et autres, enfin culturel au sens large du terme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on peut dire, une ébauche d'empire chinois, ou pas? L'impérialisme, je veux dire. J'ai envie de dire, il n'est pas d'aujourd'hui, l'Empire chinois. Oui, L'Empire chinois, c'est même l'Empire du milieu. C'est-à-dire, c'est l'Empire centre de la Terre. Vous savez qu'en 1848, quand les ambassadeurs anglais et français sont arrivés à la cour de l'empereur de Chine, ils croyaient qu'ils venaient apporter des cadeaux parce qu'ils venaient se soumettre. Ah oui. Le centre du monde, c'était l'Empire du milieu. C'est pour ça que la Chine, aujourd'hui, revient avec vengeance, comme dit l'autre. Exactement. Après un siècle d'humiliation, les Chinois veulent revenir et rejouer le rôle prépondérant qui devrait être le leur, selon eux. Alors, revenons à l'Europe, justement. La nation française, en tant que nation, s'est constituée aussi au fur et à mesure. Ça n'avait pas été là. Mais est-ce qu'elle s'est constituée, ou les nations se constituent contre les empires en réaction à cette espèce d'arrasement du concept, ou pas du tout? En 476, quand l'Empire romain disparaît, ce sont des décombres. En 496, c'est le baptême de Clovis. L'ancien président Mitterrand disait que pour lui, c'était la date de création de la France. On peut en discuter. Il y a un côté un peu mythique, mais finalement, on peut retenir cette date. Pendant 3 siècles, finalement, jusqu'à l'Empire carolingien, c'est le désordre, la guerre, les famines qui règnent sur le territoire français. Donc, en fait, ce sont des îlots. Les populations diminuent, ce qui fait qu'au bout du compte, la vie devient beaucoup plus compliquée. L'Empire carolingien naît. Et très rapidement, Charlemagne est sacré empereur en 800 le 25 décembre 800 à Rome. Vous savez que quand il arrive à Rome début décembre, il n'est toujours pas favorable à devenir empereur, contrairement à ce que souvent on croit. C'est Léon III qui l'a convaincu. Oui. Et parce que Léon III voulait être l'interlocuteur d'un empereur pour pouvoir rivaliser avec le patriarche de Constantinople, qui lui avait comme interlocuteur l'empereur de l'Empire romain d'Orient. Vous comprenez ? Mais lorsque l'Empire romain d'Occident, lorsque l'Empire carolingien disparaît, sous les coups des Sarrasins, des Normands, des Magyars, et puis des luttes intestines, toutes les franges périphériques, la Catalogne, la Navarre par exemple, se retrouvent en difficulté face aux Sarrasins. Ils demandent le secours de l'échelon central, qui est incapable de le leur donner. Et donc, à ce moment-là, naissent les solidarités locales qui vont donner lieu, grâce à l'enracinement, à la naissance des nations. C'est très intéressant. D'ailleurs, vous savez, c'est la fameuse phrase, je crois que c'est Marc Bloch ou Brodel, je ne sais pas, qui disait, pour être, si quiconque ne dit pas que les deux aiment l'un, c'est quiconque n'adhère pas au sacre de Clovis et à la fête de la Fédération n'est pas français. Enfin, réunir les deux, effectivement. Absolument. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que c'est très, très important, cela. Et alors, ce côté nation et empire, au fond, à travers les âges, et vous en parlez, c'est cette Europe-là, au fond, il y a eu aussi... Mais est-ce qu'il y a eu... Il n'y a donc jamais eu une Europe des nations? Jamais. En fait, elle n'a jamais existé. Jamais. C'est ça. Napoléon, à un moment donné, avait voulu créer cela, mais en réalité, à tout moment, il privilégiait les Français. Vous savez que son beau-fils, Beauharnais, était vice-roi d'Italie, puisque le roi d'Italie, c'était Napoléon. Et quand il nomme Eugène de Beauharnais comme vice-roi d'Italie, il le choisit, il lui dit, attention, privilégiez toujours les intérêts français, y compris au détriment des intérêts italiens. Il dit ça au vice-roi d'Italie. C'est si vrai que, par exemple, les métiers à tisser de la soie qui étaient dans la vallée du Pô, qui étaient plus performants que les métiers à tisser qu'on trouvait à Lyon, il les a fait transférer sans autre forme de procès vers Lyon pour favoriser les Français. C'est ça. Oui, lui, moi, il pratiquait la relocalisation. Absolument. Il ne vendait pas la France à la découpe. Ça, c'était l'industrialisation nouvelle. C'est vrai. Non, mais c'est très important, ça. Et alors, justement, venons-en à aujourd'hui. On va en parler peut-être après cette petite pause. On s'en parle tout de suite à arriver à aujourd'hui, à cet État européen qui n'en est pas un. Et vous restez avec nous. Et puis, n'oubliez pas que dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 0826 303 ans. Vous avez sûrement beaucoup de questions à poser au général Jean-Yves Lauzier sur l'Europe des nations, l'Europe supranationale, la naissance des nations. Et puis, vous pourrez aussi revenir sur les autres sujets, ce bilan santé que nous avons dressé avec Idrissa Berkane. Et puis, Paris sale, Paris saccagé. Eh bien, réagissez aussi, justement, à cette saleté dans la capitale. Allez.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, André Berkov, toujours dans tous ses états, avec son invité, le général Jean-Yves Lauzier, ancien commandant des écoles de l'armée de terre et auteur de ce livre, L'Europe contre l'Europe, aux éditions de Lerne. Alors, Jean-Yves Lauzier, peut-être faisons un état des lieux de l'Europe d'aujourd'hui, justement. Et encore une fois, dans ce livre que je recommande, lisez-le, parce qu'il y a toute l'histoire de cette Europe et on voit très 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 bien les enjeux et on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Europe, ce qui s'est passé lors du référendum que les Français avaient la Constitution européenne que les Français avaient rejetée par 55% en 2005 et on s'est assis dessus, on connaît la suite. Mais cette Europe-là aujourd'hui, c'est quoi cette Europe-là? C'est une Europe de la gestion, c'est une Europe de la bureaucratie, c'est une Europe en tout cas hors peuple, hors sol. Oui, parce que d'abord on a fonctionnalisé à outrance toutes les instances à Bruxelles. On est passé en 1957 de l'ordre de 5 à 600 fonctionnaires à des dizaines de milliers de fonctionnaires. Ce qui fait qu'un fonctionnaire, vous le mettez dans un bureau, sa première occupation, c'est de se trouver quelque chose à faire. Et une fois qu'il a trouvé quelque chose à faire, eh bien, se décline à l'envi tout un processus de contrôle de la vie pratique des citoyens. On a tous entendu l'intrusion de l'Europe, bien avant aujourd'hui, dans des domaines comme l'élevage des canards, la confection du fromage, etc., etc. Et donc, si vous voulez, à s'occuper de détails, on en oublie l'essentiel. C'est toujours la même chose. C'est un problème de différence entre la finalité, la conséquence et les modalités. Mais alors l'Europe, en fait, est-ce que l'Europe ne s'est pas construit? On a construit l'Europe économique, l'Europe de l'euro, et puis avant l'Europe du charbon-acier, la communauté charbon-acier. Et ce qui est quand même intéressant, juste, j'aimerais avoir votre ressenti. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que l'Europe des 5 ne tombe pas à l'Europe des 28 ou des 27. L'Europe des 5, 2 de ces pays sont des paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été capables en 60 ans de faire une harmonisation fiscale des pays qui voulaient unis. Déjà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que la première Europe, quand on a créé le marché commun, les pays qui l'ont constitué, donc les 3 du Benelux, l'Allemagne, l'Italie et la France, en fait, quand on regarde bien, c'est l'arc riche qui va de la mer du Nord jusqu'au Piémont italien, en passant par l'arc rhénan. C'est-à-dire, c'est le cœur de l'Empire carolingien. C'est le cœur du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire, rien n'a changé. Ce sont les mêmes. Et ensuite, on a agrégé à tout cela, successivement, la Grèce, pour des raisons d'ailleurs essentiellement intellectuelles et philosophiques au début. Oui. Et puis la Grande-Bretagne. Athènes, Jérusalem, enfin l'héritage gréco-romain, exactement. Etc. Oui. Puis la Grande-Bretagne, dont De Gaulle ne voulait pas, dont Pompidou se méfiait, mais finalement Pompidou s'est rallié à tous les économistes et il s'est passé exactement ce qui devait se passer, c'est-à-dire que la dérive qui d'abord était déjà inscrite un peu dans les gènes du commerce et de la financiarisation de l'Europe n'a fait que s'accentuer au fil des années. Et aujourd'hui, on a un président qui vous dit, en fait, il faut suivre l'Europe, quoi. On est l'Europe. C'est-à-dire, sa réflexion, sa conception, et je ne parle pas seulement de lui, mais même ceux qui l'ont précédé, c'est, on voit au niveau de l'Europe, la France, ça n'existe plus. D'ailleurs, Giscard disait la France, c'est 0, etc. Donc, voilà, c'est l'Europe. Parce que, rappelez-vous, en mars l'année dernière, en 2020, lorsque le virus a commencé, le président Macron nous a dit que le virus ne connaissait pas de frontières. Et donc, il était sur la doxa de l'Europe. Sauf que d'autres pays, comme la Hongrie, comme le Danemark, rapidement ont fermé leurs frontières. Le Danemark, par exemple, a interdit aux Français de venir au Danemark à partir du mois de mai ou du mois de juin l'année dernière. Et donc, on voit bien que très rapidement, dans les crises, les pays se replient sur eux-mêmes. Tout à l'heure, vous évoquiez le vaccin, vous parliez du vaccin Sputnik. On voit bien que l'Allemagne ou la Hongrie sont intéressés, contrairement à ce que souhaite l'Europe, pour se procurer ce vaccin russe. Parce qu'au bout du compte, et c'est logique, ce qui compte, c'est d'abord ce que nous sommes avant de vouloir ce que nous avons. Et c'est, si vous voulez, l'Europe, c'est l'avoir et la nation. Exactement. C'est ça. Oui, l'Europe, c'est l'avoir, la nation, c'est l'être. Absolument. Et en fait, il y a eu confusion, effectivement, entre les deux, et on nous a fait croire que l'avoir, c'était être. C'est ça, le problème. Exactement. Et que, dès lors qu'on serait possesseur de biens, au bout du compte, on n'aurait plus besoin de rien, on n'aurait plus besoin de racines, on n'aurait plus besoin d'être. Or, regardez sur les ronds-points, lorsqu'il y avait les manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi ça a eu un tel succès ? Parce qu'en réalité,
les gilets jaunes ont arboré des drapeaux bleu, blanc, rouge, ils florissaient sur les ronds-points. C'est-à-dire qu'ils proclamaient, bien sûr, ils avaient des problèmes de fin de mois, bien sûr, ils avaient des problèmes de comptabilité, etc. Mais ils avaient aussi un vrai problème d'identité. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissaient plus dans le dialogue ou dans la doxa permanente qu'on leur inflige à longueur de radio, à longueur de télévision, sur la mondialisation, etc. La mondialisation heureuse, disaient certains. Exactement. Non, et c'est vrai. Et alors aujourd'hui, si vous voulez, on est au cœur du problème, parce qu'on voit très très bien que dans les affrontements politiques, qu'ils soient d'ailleurs en Amérique, dans l'Amérique de Trump, ou dans la Hongrie, ou au Brésil, ou en France, ou en Italie, il y a vraiment la revendication de l'être, enfin de l'identité, appelons-le ce qu'on veut, de l'appartenance, à la fois un passé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas citoyen du monde, mais on est aussi citoyen chez soi, enfin on a des racines, et puis le côté qui dit mais non, tout ça, ça n'existe pas. Regardez d'ailleurs, le Covid, il est mondial. Oui, sauf que le Covid, il est mondial, mais est-ce que la solution, elle n'est pas quand même dans la nation? Oui. D'ailleurs, si vous voulez, ce qu'il y a de terrible, c'est que les intellectuels méprisent totalement tous ceux qui font, à un moment donné, une espèce d'allégeance à l'identité. Ce n'est plus vrai, il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui bougent. Hein, oui, enfin, ceux qui ont en général pignon sur rue, je pense, si vous voulez, à ceux en tout cas qui se font entendre au niveau européen. Oui, je comprends. Vous comprenez ? Parler par exemple des idiots, ce sont des mots qui ont été utilisés. Chantal Delsol, d'ailleurs, a écrit un livre sur le populisme en disant ce sont les idiotesses, des imbéciles. Non pas, c'est pas ce qu'elle pensait elle, mais pour ce que pense par exemple... Les populistes sont traités comme la lie de la terre. Exactement. Enfin, Or, dans mon livre, si vous voulez, dans cet essai, j'essaye de démontrer que ceux qui sont pour une organisation supranationale ne sont pas forcément non plus des traîtres. Bien sûr. Et que les autres ne sont pas forcément non plus des gens repliés sur eux-mêmes, ceux qui sont partisans de la nation. Bien sûr. Que la réalité, c'est un choix fondamental, certes. Moi, mon choix, il penche vers la nation. Mais au bout du compte, on peut trouver malgré tout des matières à négocier, des terrains d'entente. Exactement. Non, tout à fait. Et on va en parler d'ailleurs avec les auditeurs de Sud Radio qui ont sûrement beaucoup de choses à nous dire. Oui, eh bien, vous pouvez tous nous appeler 0826 300 300. On donnera la parole justement dans quelques instants à vous tous qui nous appelez et à Julien qui attend depuis un petit moment. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, c'est bien ça. Les Français parlent au français. Ils s'adressent au général Jean-Yves Lauzier. C'est pas le général de Gaulle, mais ancien commandant des écoles de l'armée de terre et auteur de L'Europe contre l'Europe aux éditions de l'Erne. Eh bien, on donne tout de suite la parole à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Non, de Nice. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour, non, j'appelle bien du Val-de-Marne. Bonjour Clémence et bonjour André. Bonjour à votre invité. Je voulais revenir en fait sur deux sujets, effectivement sur le sujet de l'Europe et puis avant cela sur le sujet que vous avez adressé en début d'émission avec Monsieur Aberkan. Oui. Je rejoins complètement son analyse parce que si on fait un panorama de la situation actuelle, on se rend compte qu'au niveau des mensonges, quand même, il y en a eu énormément. Si on reprend les tests, les du-prix sur les vaccins, on nous disait que ça nous vendrait la liberté. On a vu ce qu'a donné cet homme de 83 ans qui a fait un recours et la réponse du juge en référé. On a le mensonge effectivement des masques, du curare, des blouses, des tests PCR, des autotests, du Rivotril, qui est un scandale, du Remdesivir, du Lancet qui est une étude bidon, de l'étude du Journal of American Medical Association dont on a vu que les conclusions sur l'ivermectine ont été modifiées volontairement pour effectivement que ça soit présenté comme inefficace. Le nombre de réanimations en personnes gonflées, c'est pas moi qui le dis, docteur Perromore, docteur Cron que vous aviez reçu. Le nombre de lits qu'on continue à fermer malgré que depuis un an on nous dit qu'effectivement on va augmenter à 10 000 voire 12 000, c'est toujours pas le cas. Le mensonge sur l'efficacité du confinement, monsieur Ioannidis qui nous l'a dit et bien d'autres. Le mensonge sur la surmortalité que monsieur Toubiana, monsieur Raoult ont annoncé, c'est-à-dire 3,3% de mémoire et non pas les 9% dont on nous parle matin, midi et soir. Ça fait quand même multiplié par 3, c'est pas la même chose. Et si on regarde effectivement également le fait qu'on remette pas à zéro les compteurs tous les ans et qu'on nous fasse le nombre de morts. Julien, n'achetez plus, la coupe est pleine. Et c'est pas fini si on parle de l'opacité du Conseil scientifique, du Conseil de défense et de l'opacité
capacité sur les contrats avec les vaccins. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, enfin si vous êtes bien informé, André Berkoff, il n'y a pas de souci, mais si les auditeurs se rendent compte de la gravité d'où on en est, c'est-à-dire mensonge sur mensonge sur mensonge, mais je suis désolé de le dire, ça fait rupture de confiance totale de la parole politique, il ne peut pas en être autrement. Non, c'est tout à fait exact. La rupture de la parole politique, générale, c'est pas aux militaires que je m'adresse, c'est aux citoyens. C'est vrai qu'il y a, et beaucoup d'auditeurs nous le disent, comme Julien, il y a quand même, quand on commence à être effectivement à mentir comme on, ou en tout cas à dissimuler la vérité, comme disait Idriss Aberkane, il y a quand même une rupture de confiance et très grave. Parce que comment on peut fonctionner autrement que par la confiance ? C'est le problème entre le chef et le responsable. C'est que les chefs, justement, ils inspirent confiance parce qu'ils disent la vérité. Parfois, elle est très difficile à soutenir parce que le chef, notamment le chef militaire, mais pas seulement le chef militaire, le chef dans son acception la plus large, il sait que la vie est tragique. Elle se termine pour chacun d'entre nous par la mort. Et donc le chef, il établit une forme de confiance avec ses subordonnés, d'abord parce qu'il vit comme eux, et ensuite, il paye d'exemple. Exactement. Et ensuite parce qu'il dit la vérité. Dire la vérité, ça ne veut pas forcément tout dire. Mais ça veut dire qu'on ne ment pas. C'est comme à ses enfants. Mais la différence, si vous voulez, c'est que l'administrateur, le gestionnaire, lui, pour le coup, il ne se sent pas obligé de dire nécessairement la vérité. Puisque son objectif premier, c'est de gérer. Et pour gérer, comme tout gestionnaire, on est obligé de trafiquer un peu les comptes. Et trafiquer les comptes, c'est mentir. Et donc, si vous voulez, cette rupture de la confiance dans la parole publique, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle ne date pas du Covid. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on s'en aperçoit plus parce que, finalement, les Français ont été sevrés de liberté, comme jamais, enfin les Français et les Européens d'ailleurs, pas Bien seulement sûr. d'ailleurs, mais comme jamais en temps de paix ça s'est fait. Et donc, du coup, ils sont beaucoup plus sensibles à ce qu'on leur dit ou ce qu'on leur dit pas. Comme je l'expliquais, quand on entend, vous le disiez tout à l'heure, un ministre dire que le masque ne sert à rien pour nous obliger 2 mois plus tard à ce que tout le monde le porte, si vous voulez, forcément les gens n'y comprennent rien. Et s'en méfie complètement. Exactement. Et la confiance est disparue. Clémence. Alors, encore un Julien. Cette fois-ci, Julien nous appelle de Nice. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Oui, bonjour. J'avais juste une réflexion sur votre conversation. Personnellement, je pense que la France et puis l'Europe, c'est une sorte de bolchevisme capitaliste. Quand vous parlez à des gens qui sont dans les pays de l'Est aujourd'hui, comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, ils vous disent ce que nous avons vécu avant le mur de Berlin, avant 1989, c'est vous, à l'Ouest, qui allez le vivre maintenant. Je pense qu'ils ont raison. Et ce qu'on va vivre, en fait, et ce qu'on vit, c'est une sorte de bolchevisme capitaliste. En fait, qui tient entre Wall Street et la City, puis BlackRock et Goldman Sachs, etc. Donc je pense qu'on est dans ce style d'administration aujourd'hui. À mon avis, le nouvel Eldorado de la liberté, ce sont les pays de l'Est, qui se méfient de cette Europe de l'Est qui est bolchevisée. Deuxièmement, mon général, vous parlez... Alors si on parle de nation, on peut parler donc de nationalisme. Nation, nationalisme, nationaliste. Oui. Alors personne ne connaît la définition en fait du nationalisme. Être un nationaliste, c'est quelqu'un qui met les intérêts de son pays avant l'intérêt des autres pays. Je trouve ça assez sain, finalement, comme comportement. Alors, si on parle de nation, on peut parler de nationalisme, puisqu'on est censé mettre les intérêts de son pays avant ceux des autres. Voilà. Alors, maintenant, ma question est, peut-on faire une nation aujourd'hui avec une jeunesse qui est complètement sous l'influence d'Hollywood, sous l'influence de la culture américaine? Peut-on rassembler une jeunesse qui n'a plus les repères qui ont fait la France d'avant? Alors question Général Lausier, je répondrai ensuite, moi, pour ce qui pour ma gouverne, mais j'aimerais savoir, d'abord, nationalisme, vous voyez ce qu'il dit, le nationalisme, c'est de mettre effectivement, et il dit c'est très sain, Julien, avant les intérêts des autres pays, et deuxièmement, la jeunesse française aujourd'hui, telle qu'elle revoit, est-ce qu'elle est totalement intoxiquée à la culture américaine et Hollywood, ou effectivement il y a des spécificités qui restent et qui demeurent, à votre avis? Oui, pour rebondir un peu sur ce que disait l'auditeur, je crois que Solzhenitsyn l'a très bien dit.
Il avait dit nous avons subi le communisme et aujourd'hui nous subissons le libéralisme. Dans son discours à Harvard, il l'avait dit, je le cite dans mon livre, où il montre bien que finalement l'homme se retrouve sans espoir parce que les deux systèmes sont des systèmes qui exploitent l'homme selon des critères différents mais qui exploitent le citoyen et l'homme. Et aujourd'hui, la grande difficulté qu'ont les Français ou les Européens, elle est là, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce libéralisme à outrance, dans cette mondialisation, de même qu'ils se sentaient victimes lorsqu'ils étaient éventuellement, pour les Européens de l'Est, soumis au diktat soviétique. Pour le nationalisme, la grande difficulté à définir, effectivement, c'est de faire passer les intérêts de sa nation avant ceux des autres nations. Mais le vrai problème, si vous voulez, c'est la transformation de la notion de nation au moment de la Révolution. Jusqu'aux Lumières, la nation n'est pas quelque chose qui s'engage contre les autres nations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre entre les nations européennes, mais Voltaire disait les Européens mettent tant de grâce et de légèreté à faire la guerre qu'au bout du compte, on voit qu'ils sont de la même matrice. Donc, en réalité, si vous voulez, c'est l'esprit des Lumières qui a changé. Pourquoi ? Parce que l'origine de la nation pré-révolutionnaire, son origine en termes de légitimité, était dans la sphère spirituelle, dans le divin. Pour les catholiques, le catholicisme, pour les protestants, le protestantisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des massacres, mais ça veut dire... Il y a eu des massacres. Bien sûr, mais ils n'étaient pas faits au nom de la nation, pour le coup. Ils étaient faits au nom de la religion. Absolument. Alors qu'à partir de la Révolution française, comme la légitimité, la finalité de la nation, c'est le peuple, au bout du compte, le peuple étant par lui-même à la fois son propre moyen et sa propre finalité, eh bien, il devient le seul référent de toute norme morale. Et quand le peuple change, comme c'est le cas aujourd'hui, sous les effets de la mondialisation qu'on peut pas nier, sous les effets des immigrations qu'on peut pas nier, à ce moment-là, il y a une rupture entre la tradition habituelle qu'on avait toujours constatée en France, par exemple, et puis celle qui prévaut aujourd'hui. D'où d'ailleurs la difficulté des hommes politiques à répondre aux interrogations des citoyens. Oui, et effectivement, les lieux ont changé, la musique a changé, le paysage a changé. Personnellement, simplement, moi, je mettrais un bémol. Je ne pense pas qu'on peut mettre exactement sur le même rang, même si je reconnais qu'il y a effectivement, surtout en ce moment, avec ce qui nous est importé des États-Unis, avec le woke et la cancel culture, c'est vrai que je ne mettrais pas sur le même rang Hollywood et le KGB. Pas tout à fait la même chose. Et je pense que ceux qui ont vécu l'occupation soviétique, et j'en connais, c'est pas tout à fait la même chose que l'occupation américaine, même si celle-là, il y a bien des choses à dire. Mais on va encore en parler. Clémence. Oui, on va donner la parole à Emmanuel, qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour mon général. Voilà, écoutez, je vous appelle pour faire un petit peu écho donc à Monsieur Aberkan, mais en même temps à Monsieur le général, dont je ne vous rappelle pas le nom, pardon. Voilà, en fin de compte, je suis un petit peu, donc je suis médecin généraliste et je suis à la façon de la personne qui serait dans le no man's land, au milieu, mais il ne sait plus si le bon camp, c'est devant ou derrière. Alors je ne sais pas où je vais. Donc, ce que je veux vous... Oui, pardon ? Oui, non, je veux savoir, quel est quand vous dites devant ou derrière, vous dites que vous ne savez pas où vous êtes dans cette configuration-là, c'est ça ? Oui, en matière, si vous voulez, de campagne sanitaire. D'accord. De campagne sanitaire. Monsieur Aberkan parlait de dimension politico-sanitaire. Et bon, voilà, c'est un grand flou et je ne sais pas vers où me diriger. D'accord. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a fondamentalement un doute, et c'est ce que disaient donc certains de vos auditeurs précédemment. Bon, la question de la confiance n'est pas là. Et hier, j'ai lu une démonstration qui m'a beaucoup séduite, qui expliquait comment les médicaments, notamment en dernier lieu l'ivermectine, étaient récusés par une succession donc de sophismes au niveau de nos administrations. Des sophismes qui viennent expliquer que l'ivermectine n'a pas lieu d'être. Et j'ai écrit un petit quelque chose que je voudrais lire. Allez-y. Alors. Approchez-vous du micro. Voilà en quoi j'ai incontestablement raison. Le seul fait que l'on approchez-vous bien de l'écouteur, approchez-vous bien pour vous en... L'efficacité en France de ce médicament est pour moi inconcevable.
Dites-moi, excusez-moi Julien, excusez-moi, on vous entend mal là, si vous lisez. Emmanuel, pardon. Emmanuel, on vous entend mal parce que vous êtes éloigné un peu de l'écouteur, hein, donc on vous entend pas bien là. Cette personne, si on lui avait donné de l'ivermectine, la santé publique a, comme moi, soldat de la santé publique a elle aussi une obligation de moyens signifiant le droit à toutes les chances. Cette vie perdue, ça peut être moi, toi, lui, nous. Sommes-nous donc si peu de choses? Quelle finalité, bon Dieu, justifierait-elle une telle hérésie? Quelle autre grande cause permettrait de ne pas considérer ces pertes de chance? Il n'est pas besoin d'être réveillé, comme disent certains, mais la colère ne peut qu'être le ressenti d'une telle situation. Le fait lui-même est suffisant pour être écœuré, à moins que l'on accepte le confinement comme le meilleur abri. Est-ce de la lâcheté, du fatalisme? Quelle sera la part d'âme que chacun de nous perdra dans cette situation, dans cette... D'accord. Julien, qui se passe. Vous-même, juste un mot Emmanuel, est-ce que vous-même, en tant que médecin traitant, parce qu'un médecin c'est un médecin traitant, vous avez prescrit des protocoles, parce qu'à un moment donné, effectivement, on disait aux médecins, écoutez, pas de prescription, pas de traitement, dites à vos patients qu'ils attendent, qu'ils prennent du paracétamol, du Doliprane et qu'ils attendent le 15. Vous-même, vous traitiez ou pas? Avant que ce soit interdit, je l'ai fait. D'accord. Avant que ce soit interdit, je l'ai fait. D'accord. Et c'est toujours interdit ou pas? C'est toujours interdit ou pas? C'est flou, interdit, là. c'est flou. Il y a une circulaire qui date de juillet qui donne l'autorisation de prescrire l'hydroxychloroquine, mais il n'y a aucune autorisation en matière de Covid, si vous voulez. Donc le médecin qui prescrira l'hydroxychloroquine est complètement livré à lui-même. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'accompagnement à faire, quoi. Voilà. D'accord. Donc, et vous trouvez cette situation effectivement assez intolérable, on le comprend. Général, c'est pas comme si effectivement à l'armée en guerre on disait allez-y, mais les munitions, attention, faut les compter, hein, les munitions. Il n'y a pas assez de munitions, il n'y a pas assez de fusils, ou il n'y a pas assez de canons, il n'y a pas assez de chars. Ce qui est arrivé en 1870. Oui, et en 1940. Non, en 1940, on n'a pas manqué de munitions, mais en 1970, l'organisation de l'armée de l'époque a fait en sorte que les munitions ne sont pas arrivées au bon moment aux soldats, par décision d'ailleurs administrative. Oui, mais donc on est un peu, on a été un peu là-dedans, hein, pendant un moment, en tout cas. Oui, je pense que c'est surtout la confusion des termes. Vous voyez, quand le président Macron a dit que nous étions en guerre au mois de mars, à la guerre, il y a des morts. Or, en fait, on faisait une guerre pour refuser les morts. C'était tout le paradoxe. Vous voyez, on ne peut pas jouer infiniment avec les mots parce que lorsque les mots sont graves et qu'on les dépossède de leur sens et de leur valeur, eh bien, on entraîne ce qu'on évoquait tout à l'heure, la méfiance du citoyen. C'est clair. On doit utiliser simplement les mots qui conviennent. Une pandémie, c'est une pandémie. C'est suffisamment grave pour éviter de la comparer directement à la guerre. Et d'ailleurs, on peut se demander si c'est une pandémie. C'est enfin une pandémie au niveau mondial, oui, mais quand tu vois au niveau des morts, quand on a, vous savez, on se rappelle toujours, ça c'est encore c'est pas une métaphore guerrière, mais enfin on a eu, vous savez, les modélisateurs, les prévisionnels. Il faut se rappeler qu'un modélisateur anglais est venu voir Macron en janvier 2020 et avait prédit 500 000 morts en France. Hein, voilà, et on sait ce qu'il est advenu. Et il a été responsable de la moitié du cheptel anglais décimé. Et oui, vous continuez de nous appeler en tout cas 0826 300 300. Vous venez réagir à tous nos sujets, que ce soit la santé, le bilan dressé avec Idriss Aberkane, l'Europe avec le général Jean-Yves Lauzier qui est toujours avec nous, ou Paris, notre capitale Paris saccage, justement ce hashtag qui fait le buzz sur les réseaux. On vous attend sur tous ces sujets tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, les carottes sont cuites, même à Chamonix, d'où nous appelle Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour André, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Oui, vous écoute. Je vous appelle parce qu'en fait, on parle de Paris, la capitale, et la destruction de la capitale, la destruction esthétique de la capitale, mais on pourrait parler de la destruction esthétique de pratiquement toutes nos villes. Car aujourd'hui, les dogmes politiques, les dogmes dirigeants ne sont là que pour enlever toute l'esthétique de nos villes. Moi, je parle de ce que je connais très bien. Il y a quelques années, la ville de Chamonix avait été entièrement taguée. Ça ne choquait plus personne. On avait même fait un atelier tag dans le lycée local. Ah, carrément.
Ah oui, il y avait même eu une opération tag artistique dans le lycée local qui avait donc eu pour mission de taguer la patinoire ainsi que l'école d'escalade, ce qui a donné bien sûr envie à tous les élèves d'étendre un petit peu leurs compétences artistiques sur l'ensemble de la ville, et même à ceux qui venaient amoureux du PSG venir nous expliquer donc quel amour ils portaient au PSG sur l'ensemble des murs de notre belle cité de Chamonix au pied du Mont Blanc. D'accord. Le vrai problème de tout ça, c'est que on était rentré dans une espèce d'atmosphère doucereuse où plus personne ne voyait que la ville était devenue une épouvantable structure taguée, jusqu'au jour où j'ai interpellé mon maire qui m'a dit que de toute façon il pouvait rien faire, s'il enlevait un tag il revenait le lendemain. J'ai dit bon il n'y a pas de problème, j'ai photographié, donc j'ai pris mon devoir de citoyen, d'individu seul dans sa démarche, ce qui souvent empêche les gens de faire et d'agir, c'est-à-dire qu'on se croit seul, mais en étant seul, on a aussi le moyen d'agir, le fameux colibri. La marge de manœuvre, absolument. La marge de manœuvre. Et donc, du coup, j'ai photographié les 280 ou 290 tags énormes qui défiguraient complètement ma zone urbaine, on va dire. Et je les ai postés sur Facebook avec le nom du maire identifié et le nom de la mairie de Chamonix identifié. Le maire m'a appelé, il m'a dit, écoute Dominique, non, tu peux pas faire ça, il faut enlever l'identification. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème, je vais les enlever, à condition que tu enlèves les tags. Enlève un tag, j'enlève l'identification. Ils ont mis 3 semaines pour détaguer la ville. 3 semaines. Ce qui veut dire que chaque citoyen a aujourd'hui le pouvoir d'intervenir. Ne pas le laisser qu'aux politiques. Parce que tout à l'heure, votre intervention avec la personne qui faisait partie des Républicains, qui est intervenue donc... Oui, Agnès Evren, oui. Voilà, était tout à fait justifié, mais le citoyen se cache derrière finalement l'opposition politique. C'est finalement une querelle politique entre la droite et la gauche, entre Hidalgo et les Républicains. Mais non, pas du tout. C'est une querelle qui concerne tous les citoyens. Et si chacun des citoyens aujourd'hui dit non, stop, je refuse qu'on vienne pourrir mon environnement, je refuse aujourd'hui qu'on vienne abîmer mon environnement social, mon environnement familial, mon environnement esthétique, mon environnement urbain, sous le prétexte du dogme stupide, eh bien là, les politiques vont commencer à faire attention parce qu'on va se réapproprier notre droit, notre devoir de citoyen. On ne va plus le déléguer à une opposition qui de toute façon ne représente finalement que peu de choses. Et moi, je pense que le citoyen doit se réinstaller dans sa société. J'aurais pu intervenir sur le sanitaire au début. Je pourrais intervenir avec le général sur l'Europe. Je suis un européiste convaincu. Mais aujourd'hui, rien ne fonctionne comme il le devrait. Et je pense que vous êtes salutaire dans votre émission parce que vous nous faites intervenir, parce que vous nous faites parler. Mais en même temps, j'aimerais interpeller tous les citoyens. Aujourd'hui, prenez-vous en main, intervenez à votre échelle. Si nous sommes nombreux à le faire, nous allons interpeller beaucoup plus fortement, fermement et efficacement nos politiques et nous leur montrerons que nous sommes beaucoup plus nombreux. Nous faisons nombre, nous faisons sens collectif. Et ce ne sont plus les politiques qui doivent nous représenter, c'est le citoyen qui doit se représenter lui-même. Écoutez Dominique, j'allais vous dire, vous parlez d'or et vraiment je pense, on n'arrête pas de claironner cela ici. On n'arrête pas de dire, et vous avez totalement raison, le vrai programme il est là. Que les citoyens ne se cachent pas dans la rigueur de leur irresponsabilité. Chacun est responsable. Et si vous voulez que les politiques agissent, vous devez agir sur eux. Si vous ne vous occupez pas de politique au sens comme vous en occupez, voilà, vous photographiez, vous avez pris l'initiative, vous photographiez, vous dénoncez les tags, justement, vous mettez le maire devant ses responsabilités, et là, c'est évident que tout le problème de beaucoup de pouvoir, vous savez, c'est... Qu'est-ce qu'il aime le pouvoir? C'est normal. Il préfère les moutons aux contestataires. Mais les contestataires, ce n'est pas de se rassembler devant des slogans, c'est de faire des choses. Et ce que vous avez fait, c'est du civisme au sens le plus noble du terme. Et j'espère que vous allez être écoutés et surtout suivis un peu partout, justement, Dominique. Merci. Merci. Eh bien, au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, Dominique. Christine nous appelle du Calvados. Bonjour, Christine. Oui, bonjour, Christine. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour. Alors, d'abord, je voudrais d'avance m'excuser auprès des auditeurs parce que prendre la parole comme ça dans une radio, quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. On a les idées qui s'embrouillent, on attend au bout du fil. Non, vous inquiétez pas. Prenez une idée et allez-y. Voilà, donc d'abord, je vous remercie d'avoir invité M. Idriss Aberkane, qui, bien entendu, a tenu un discours qui m'a vraiment plu.
et puis aussi tous les intervenants derrière. Moi, j'interviens pour le Covid. Ouais. Moi, j'ai l'impression que je suis une extraterrestre parmi un peuple de zombies. C'est-à-dire que depuis le début, effectivement, comme le disait bien le premier intervenant, on a bien vu que cette histoire n'avait ni queue ni tête et que c'était un truc de contradictions, de mensonges, de choses troubles, etc. Et très très rapidement, je me suis rendu compte que tout ça était une grande entreprise d'ingénierie sociale mondiale, tout simplement. Donc j'ai décidé, moi, de continuer à vivre ma vie normalement, donc je ne porte pas le masque depuis le début. Alors, je le porte évidemment dans les magasins parce que sinon je ne peux pas vivre. Ben oui, on ne vous laissera pas rentrer. Voilà, Ouais. mais à l'extérieur, non, je ne le porte pas. Et là, ça résonne avec ce que vient de dire le monsieur à l'instant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités et se dire, mais moi, je ne suis pas d'accord, je suis un être souverain et je décide ce qui est bon pour moi. Voilà. Et les gens ont complètement oublié ça, ils sont complètement infantilisés. Je dois vous dire, M. Bercoff, quand vous vous promenez dans une ville de 170 000 habitants et que vous êtes la seule personne non masquée, il y a vraiment des questions à se poser. Et c'est très effrayant, parce que jusqu'où ça va aller? Peut-être la plume dans le cul pour nous sauver du Covid, je verrai mes concitoyens se balader avec une plume dans les fesses. C'est vraiment très très effrayant, vous savez. Je pense qu'on est tous capables de savoir ce qui est bon pour nous et on a complètement effectivement zappé toute la prévention. L'autre jour, j'ai un monsieur qui était venu juste devant moi avec son masque et qui m'a vraiment agressé en me disant « Oui, madame, vous mettez en danger le monde entier. Moi, je le porte parce que je veux vous protéger. » Mais qui sont ces gens qui, d'un coup, veulent protéger la santé des autres, alors que les années précédentes, personne ne se souciait de ma santé à part moi-même. Et d'ailleurs, j'ai mis pendant des années tout ce qu'il fallait en place pour avoir un bon système immunitaire. J'ai fait des sacrifices pour ma santé. Je me suis renseignée pour savoir comment être en bonne santé. J'ai 60 ans, je suis en très bonne santé. Et maintenant, je me retrouve confrontée à un peuple qui n'a pas fait attention à sa santé. Déjà, pour commencer, beaucoup de gens sont en très mauvaise santé. Non, et puis, oui, mais enfin, là on passe à autre chose. Il ne faut pas généraliser tout le monde. Non, il ne faut pas généraliser. Vous n'êtes pas seul contre le peuple. Excusez-moi, comme je vous disais tout à l'heure. Non, je vous en prie. Non, ma réflexion, c'est que les gens doivent vraiment retrouver leur souveraineté. Et comme disait le monsieur, quand ils ne sont pas d'accord, ils doivent le faire savoir. Ce ne sont pas des enfants, nous sommes des adultes. Et donc, nous devons agir comme des adultes. Et je dis à mes concitoyens, soyez adultes. Bah écoutez, en tout cas, il vaut mieux être effectivement adulte qu'enfant. Je ne parle pas du tout des générations, mais un adulte ne doit pas se comporter comme un enfant. Cela dit, c'est tout le problème. Juste, il y a une nuance à apporter qui est que effectivement, moi quand j'allais en Afrique et ailleurs, je me vaccinais contre le choléra avec justement, et je prenais la Nivaquine, d'ailleurs du Plaquenil, parce que il y avait la fièvre jaune, il y avait le choléra, il y a tout ça. Bon, vous savez, il y a aussi des disciplines à avoir, il y a aussi comment te dire, il y a aussi des ennemis à combattre et ça demande aussi une certaine harmonie. Général Lauzier, je voudrais que vous ayez le mot de la fin, enfin les mots de la fin, juste un mot. L'Europe, est-ce que ça pourra sortir un jour de cette espèce de bureaucratie marchande où c'est notre horizon, comme disait l'autre, indépassable? Non, je pense que la Grande-Bretagne a montré par le Brexit qu'elle pouvait sortir de l'Europe. D'autres pays sortiront peut-être. Il y aura peut-être à nouveau un nouvel empire. Vous savez, quand l'Empire romain s'est écroulé, saint Augustin a dit ce qu'un homme a construit, un autre peut le détruire. C'est pareil pour l'Union européenne. Mais quand j'entends vos interlocuteurs, vos auditeurs parler, je ne peux pas m'empêcher de penser à Alexis de Tocqueville qui disait, vous savez, dans les siècles futurs, dans les siècles démocratiques, le pouvoir ne sera ni cruel ni sauvage, mais il réduira chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dans la démocratie en Amérique. Exact. Et voilà, on espère qu'il n'y aura pas que des animaux timides et industrieux. Absolument. Merci. Et en attendant, relisez ou lisez L'Europe contre l'Europe aux éditions de Lerne, écrit par le général Jean-Yves Lauzier. Vous pouvez aussi réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr ou sur YouTube. Et puis évidemment, attention, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye qui pose la question de l'Esprit Saint dans un corps sain. Comment retrouver notre harmonie intérieure avec Michel Odoul
fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Là aussi, vous pouvez réagir au 0826 300 300. À tout de suite.